suis Yannick Pénécu, je présente Étienne Rossignon. On a travaillé tous les deux pendant 4 mois, enfin on y est encore, on est en fin de mission, sur un projet pour la DCNS. Ce projet avait initialement commencé en méthode classique, on va dire V, cascade, enfin un mélange de méthodes, il n'y a pas vraiment de méthode, et ils ont décidé de passer en méthode agile. Donc le projet Opti, on ne peut pas rentrer vraiment dans le détail, parce que c'est un projet confidentiel. On va vous dire en gros, c'est un projet informatique où il y a de la gestion de projet, du BI et de l'URP. Il y a à peu près 400 personnes qui travaillent dessus en même temps. Et ça se déroule sur différents sites. Le site principal du développement se trouve à Brest. Il y a des gens qui travaillent, il y a certains utilisateurs qui sont à Toulon, d'autres à Cherbourg, sur les sites de Nantes. Donc on est sur 4 ou 5 sites simultanés pour cette méthode. L'objectif, sans entrer dans le détail, la finalité de ce projet, c'est de créer des sous-marins nucléaires. Pour votre info, un sous-marin nucléaire, c'est le deuxième projet le plus compliqué au monde après la navette spatiale. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué en tout cas là-bas. Okay. Donc, démarrage du projet, on est en méthode en V. Le constat, c'est qu'on a une équipe de MOA et de MOE qui ne se parlent pas du tout. Il y a un problème de communication. Il y a même des problèmes essentiellement contractuels. Quand il y a un problème, on se retrouve dans une salle de réunion face à un contrat et on essaie de voir ligne par ligne ce qui pose des problèmes. Voilà ce constat. Et le projet avance tout doucement, parce qu'on est au bord de la mer, hein, on attend de regarder le passé. Les spécifications, elles avancent très vite d'ailleurs, puisque quand on est arrivé là-bas, c'est ce qu'on nous a donné tout de suite. Hein, on nous a bien fait comprendre que les spécifications, c'était le contrat, c'est ce qui avait été signé entre les différents prestataires, puisqu'il y a 3 grandes sociétés classiques de SS2I qui sont sur le plateau. Donc les spécifications avancent. Quand on arrive, on est à peu près à 800 pages de spécifications fonctionnelles. Et on nous rappelle maintes fois, puisqu'on a même été recadré dans un bureau un jour, que les spécifications, c'est le projet. Voilà. Donc le client, en revanche, nous fait comprendre qu'il n'y a toujours pas de livrable et que au moment où on arrive sur le projet, c'est-à-dire au mois de janvier, une partie du livrable aurait dû être faite, c'est-à-dire à peu près la moitié du projet. On est arrivé en milieu de phase de codage, donc il restait 3 mois de codage et toute la partie traditionnelle de recettes et de qualification. Voilà à faire, sachant que rien n'avait été commencé. Voilà. Ils ont passé 6 mois sur des spécifications et rien n'avait été fait au moment où on y est arrivé. Donc le client a commencé à chercher des solutions. Bon, il s'est dit, je vais peut-être recruter beaucoup plus de développeurs. C'était une des premières idées. Donc il y a des gens qui passaient des entretiens. On va peut-être recruter une nouvelle MOA. C'est peut-être la MOA qui a un problème. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur le site. Ils ont changé les contrats. Donc des gens qui avaient gagné la MOA l'ont perdu. Ils ont mis d'autres personnes. Évidemment, ça a généré des conflits complémentaires. Et au bout d'un moment, il y a une personne, un des ce qu'on va dire sponsors du projet, qui s'est dit, pourquoi pas recruter des coachs agiles. Donc ça, c'est nous, normalement. Hein. Avant la mutation, évidemment, depuis... ouais, c'est la Bretagne. Donc lui, il a perdu ses cheveux, moi, je suis devenu blonde. Voilà, c'est ça. Donc la mission qui nous était donnée au départ, sachant qu'on est arrivé quand même dans un milieu un peu hostile, ça a été... Donc c'était vraiment une mission, c'est de proposer une méthode. Donc personne ne connaissait l'agilité. Tout le monde avait entendu parler dans des livres. Tout le monde a commencé d'ailleurs à regarder sur Internet et à nous poser des questions sur le sujet. Donc c'était assez intéressant par rapport à des projets sur lesquels on réagit assez souvent, Étienne et moi, où on a souvent des gens qui ont déjà une bonne culture. Donc là, on part à zéro, avec des gens qui n'ont aucune culture, qui ne s'y intéressent pas et qui ont commencé à regarder ce que c'était le jour où on est arrivé. Donc, le deuxième objectif, migrer le projet en méthode agile. Donc je fais bien une distinction, c'est le projet qui passe en méthode agile. Il n'y a pas réellement un coaching sur les gens, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de coacher les gens, d'aller les voir et de mettre en place ce qu'on va faire vraiment une conduite de changement. Donc là, il n'y a pas vraiment un plan de conduite de changement, c'est un projet, il est là, on le fait passer en méthode agile. On est arrivé le lundi suivant, on devait passer en méthode agile. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, évidemment, pour le client, c'est avant tout, indépendamment de la méthode, c'est des livrables. Il veut tout de suite des livrables. Il voulait qu'à la fin du premier sprint, puisqu'il a décidé que d'ailleurs on était au milieu d'un sprint quand on est arrivé, il a inventé un sprint, il nous a donné 15 jours sur un sprint de 7 semaines qu'il a inventé d'ailleurs. Il nous dit, on est à la fin des 5 semaines de sprint qui n'existent pas, mais il vous reste 2 semaines. Ok, bon, on y va, hein, c'est pas de problème, hein, vous avez vu, on s'est muté d'ailleurs. Donc, le storyboard qu'on a créé avec Étienne, donc assez simple au départ, hein, on a pris tout le monde en formation. On a 2 sessions de 25 personnes. Voilà. Donc 50 personnes en formation pendant 2 jours.
Comment? Ah oui, alors bon, là Étienne pourrait préciser, c'est vraiment l'intermittent du spectacle de la formation, Étienne, sur ce côté-là. Il aime les jeux. Alors on a organisé beaucoup de jeux. Comme personne ne connaissait rien à l'agilité, on n'a pas fait le blabla habituel, on n'avait pas vraiment le temps. Et introduire en 2 jours une méthodologie, c'est assez difficile, même si on reste sur des méthodes assez simples. Donc, puisqu'on a choisi Kanban, comme je vous parlerai, et Scrum. Donc, on a orienté ça sur les jeux. Et en fin de compte, à chaque fois qu'on fait un parallèle maintenant dans la méthodologie, on leur rappelle, par exemple, on a fait un jeu des pizzas. On leur a dit, ah voilà, vous avez gaspillé du temps, donc votre pizza, vous ne pourrez pas la vendre, donc vous avez perdu de l'argent. Donc c'est des genres de parallèles qui marchent très très bien. Ils arrivent à faire le lien, en fin de compte, entre les jeux et la réalité sur, par exemple, le jeu des pizzas qu'on avait fait, ou d'autres jeux, sur directement la méthodologie. Ça leur parle plus facilement que de leur dire, bon, ta vélocité, elle est descendue. Parce que personne ne comprend les story points. Hein. Nous, on en fait avec eux, mais bon... C'est difficile de comprendre une story point et de passer dans quelque chose de très relatif comme mesure, alors que eux, ils étaient avec des jours et des jours, ils adoraient ça, d'ailleurs. Voilà. Deuxième point, c'est on va analyser un peu le projet, donc c'est qu'est-ce qui existe déjà et quel va être notre plan d'action. Donc on avait un plan d'action, on avait 3 jours, c'est ça, c'est à peu près pour donner, pour inventer le projet, voilà, à partir des éléments qu'on avait. Choix des méthodes, bon c'est clair, là on est parti très vite sur du Lean avant même de faire du Kanban. Donc voilà, on va expliquer la démarche, bah ouais, c'est ce qui est prévu à la suite. Mise en œuvre, et nous on a fait les Scrum Masters au début. Donc on a été PO, on a été Scrum Master, on s'est déguisé, on a organisé des jeux, on a mis plein de choses, des dessins un peu partout d'ailleurs, pour passer le message. Voilà. Alors, premier blocage, vous l'avez vite compris, c'est les spécifications. On en est arrivé, on nous a dit, ah, voilà les spécifications. Il y a un monsieur d'ailleurs qui nous a bloqué dans une salle qui nous a dit, j'espère que vous les avez lues. Sachant que c'est un projet c'est pour faire des sous-marins et autres, j'y connaissais strictement rien. Bon, bah, on va lire les specs. Donc évidemment, j'ai dit, oui, monsieur, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des specs? C'était la première chose qu'on s'est posée, et très vite, une solution est arrivée pour précédemment, sur un autre projet, on avait mis en place ce que nous on appelle le BDD, donc le Behavior Driven Development. On va vous expliquer un peu ce que c'est. Et une autre chance, c'est que les spécifications n'étaient pas trop mal faites dans la structure du document. Ils ont découpé ça sous forme d'exigence. Donc c'est quand même des professionnels de l'écriture des specs. Donc ils avaient des specs avec un numéro d'exigence, et après ils avaient fait un niveau. On appelle ça le niveau 2 d'exigence, c'est simplement, ça s'appelle 2.3, tout simplement. Et ensuite, ils nous avaient fait des niveaux 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et en fait, ces niveaux permettaient simplement de comprendre un peu plus et de rentrer dans le détail de la spécification. Un exemple, alors c'est pas l'exemple, c'est pas facile. Je comprends jamais rien au projet. Mais bon, par exemple, je veux mettre en place je veux modifier une donnée dans ce qu'ils appellent un WBS. N'essayez de pas comprendre ce que c'est pas très intéressant. Mais plus on rentre dans le détail, au niveau 4, par exemple, on va dire, il me faut une alerte. Au niveau 5, je dois avoir un pop-up. Donc en fin de compte, on s'est servi de ces niveaux d'exigence pour générer des critères d'acceptation. Voilà. Donc là, c'est la base de ce qu'on a créé, qu'on leur a proposé tout de suite. Bon. Ça, évidemment, personne ne comprenait rien à ce qu'on venait de leur dire. Déjà, des user stories, personne ne savait ce que c'était. Donc, on a eu cette chance, c'est qu'on arrive en terrain inconnu. Les gens, ils se sont dit, bon, de toute façon, ça ne marche pas, autant y aller. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, hop, j'y arrive. Je vous montre un exemple, comment on a fait. Tout simplement, on a ce qu'on appelle une spécification de niveau. Donc, ajouter une donnée dans tout de suite après, on la transforme en user story. Donc, et ça nous a fait découvrir une des grosses lacunes directes de la spécification. Ils avaient complètement oublié les rôles. Il n'y avait strictement aucun rôle. Il y avait des fonctionnalités sans rôle. Deuxième point qu'on a remarqué tout de suite, c'est qu'il n'y avait strictement aucune interface. C'est une application web. Il n'y avait aucune interface, nulle part. Donc, quand on a commencé à rentrer dans le cadre des ateliers, à se dire, simplement au lieu de dire je veux ajouter quelque chose ou ajouter une donnée, je suis qui, bon, tout le monde connaît normalement les user stories, je suis qui, ce que je fais afin de. Et dès qu'on a commencé à ouvrir ces questions, ils se sont rendus compte que leur spécification avait plein de lacunes. Ça a permis d'aligner la discussion. Ça a permis les ateliers de user story ont permis de recréer du dialogue entre l'AMO qui disait regardez dans la spec, c'est page 326, vous allez trouver tout ce que vous avez fait. On a passé 1 an et demi à l'écrire, vous devez la regarder. Donc le fait d'écrire et d'avoir une conversation, les 3 C de user story, ça nous a permis de passer finalement le message et d'avoir un alignement entre l'AMO et
et les développeurs pour arriver à bien comprendre ce qu'il y avait besoin. Et effectivement, comme le dit Yannick, c'est d'arriver à rééclairer les spécifications sous l'œil de l'utilisateur final qui prend, voilà, c'est des mini-cas d'utilisation qui sont extrêmement parlants. On n'a pas pris le micro, il va y avoir un blanc. On va se demander ce que je faisais. Alors, il faut quand même préciser que dans ces ateliers qu'on a organisés, on a décidé de casser en fin de compte le côté MOA et MOE. Tout le monde était dans la même salle. On a pris une petite salle où on a mis un product owner, en fin de compte un MOA, on a mis tous les développeurs, on a mis tout le monde dedans. La première fois, il y a des gens qui se posaient la question de pourquoi ils étaient là, ils ne comprenaient pas, mais on a mis tout le monde au travail. Et au bout d'un moment, les gens ont commencé à s'habituer, et surtout, c'est la première satisfaction qu'on a eue, dès la première semaine, c'est que les gens sont sortis heureux en nous disant « Oh, maintenant je commence à comprendre des trucs ». Ça m'avait choqué, c'est le premier. Et il y a une autre personne qui m'a dit quelques temps après « Maintenant je suis content de venir sur ce projet ». Voilà. Donc la première chose déjà, c'est qu'il y avait des gens, à chaque fois, comme venait juste de le dire Eliane, on leur disait « Va voir la page 326 ». Voilà. Et des fois, vous savez très bien même de lire quelque chose, quand on l'a écrit, il y a des fois une difficulté même à comprendre. Et la MOA n'était pas disponible parce qu'ils étaient en train d'écrire des nouvelles specs. Donc là, tout le monde était dispo. Voilà. Okay. Donc on a arrêté, d'ailleurs ils ont arrêté d'écrire des specs, et ils sont venus dans les ateliers, et maintenant les specs se font dans les ateliers, directement. Il n'y a plus une seule ligne de spec qui existe. Voilà, depuis. Il y a quand même une personne qui est arrivée pour faire un delta entre ce qu'on fait actuellement dans le projet et pour mettre à jour les spécifications. Pauvre fille. Ouais, c'est pas facile pour elle. Donc ce qu'on a fait assez rapidement, comme je vous le disais, on a mis en place, donc comme je vous le disais, on n'a pas de rôle et on n'a pas de but dans ces spécifications. On a mis en place un petit atelier autour directement des développeurs et de l'ensemble des équipes. Et on a commencé à sortir les rôles. Évidemment, tout n'est pas arrivé d'un seul coup. Les rôles, on a commencé à les découvrir, à les identifier, et ils vivent au fil de l'eau. On en voit qui apparaissent, on se rend compte que lors de certains tests, cet administrateur, on a oublié des utilisateurs, et ainsi de suite. Mais parce que, évidemment, ils avaient été oubliés dès le départ dans les specs. Voilà. Donc l'atelier, on est dans un atelier. Automatiquement, à chaque fois qu'on prend une exigence qui est demandée par le PO, on la transforme en user story. On l'écrit directement, on fait ce qu'on appelle un atelier d'écriture. Donc deux choses, un qui est électronique, donc il y a une personne de l'équipe qui est désignée au tour de rôle pour l'écrire dans un outil. On a décidé d'avoir quand même un outil pour la traçabilité parce que la direction attend des indicateurs importants, donc on fait des indicateurs. Et de l'autre côté, notre petit travail, avant tout, nous, c'est un outil, c'est Kanban. Donc automatiquement, il y a une autre personne qui écrit à côté. Donc c'était mon rôle, par exemple, ou celui d'Étienne au début, d'écrire directement le post-it, de se déplacer physiquement, d'aller le poser automatiquement dans Affaires sur le Kanban. Donc à la fin d'un atelier, on savait à peu près combien de user stories on avait. On a estimé à la volée avec Étienne à peu près la vélocité d'une équipe, et on s'est dit tout de suite, là on a 30 points, on arrête l'atelier, on se met au travail. Voilà. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans une méthode Scrum classique où on a un super backlog de produits surestimés avec des priorités. Là, on n'en a pas. On a des ateliers qui sont sur des sprints de 4 semaines. Toutes les semaines, on a un atelier en début de semaine pour générer des user stories qui vont alimenter pratiquement toute la semaine de travail. Voilà comment on travaille, parce qu'on ne pouvait pas partir le constat était qu'on n'avait pas de backlog de produits. Donc petit à petit, ça s'améliore. Maintenant, les PO travaillent un peu plus en amont. Ils nous génèrent des backlogs de produits sur les sprints. Donc actuellement, on arrive à avoir des ateliers où on arrive à produire à peu près 2 semaines de travail. Et sur le dernier sur lequel je suis, on a déjà un backlog de produits complètement prioritisé avec la vélocité dedans et qui est prêt pour un futur sprint. Donc on le fait au fil de l'eau. Voilà. Donc les rôles, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la MOA, ça devient PO, on leur a mis une perruque, mais ils n'ont pas voulu tirer la cravate. Par contre, là, on a essayé, rien à faire. On a créé un rôle particulier, puisque dans notre Kanban, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des spécifications qu'on a transformées en BDD. Donc je vais vous expliquer le principe vite fait, un BDD. Donc c'est simplement, je vais revenir 2 minutes parce que je suis peut-être passé un peu vite là sur ce truc. Voilà, c'est qu'on a une user story, mais le problème de la user story, c'est qu'elle ne nous donne pas le contexte. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on avait un problème, on n'a pas d'interface graphique. Donc soit on va faire toutes les interfaces, ce qui va prendre un temps fou, il faut un ergonome, tout. Donc on aurait pris beaucoup trop de retard dans le projet, on a décidé de passer en BDD qui nous donne un contexte. Je suis tel rôle et où je me trouve. Ça permet de spécifier où se trouve la personne à un moment précis sur l'interface. Et ce qui va faire au niveau de l'édition du formulaire. Donc là, j'ai fait un cas
très très générique, mais eux, ils travaillent sur plein d'autres cas. Ils ont ce qu'on appelle le cas nominatif, donc le cas de base qui fait « je fais ceci et tout se passe bien », et ensuite ils vont écrire autant de BDD pour le même cas, pour les différents cas d'erreur. Prenons le cas d'une authentification sur un site web. Je saisis mon identifiant, je suis sur la page d'accueil, je saisis mon adresse email, je saisis mon mot de passe, et là je peux en profiter pour préciser la longueur de mon mot de passe s'il est alphanumérique, et lorsque j'appuie sur le bouton valider, je suis redirigé vers la page d'accueil à ce moment-là, où je vois mon nom apparaître en haut, par exemple. Ça pourrait être le cas nominal. Mais après, on va faire tous les cas secondaires. Je saisis mon identifiant et mon mot de passe, j'appuie sur le bouton valider, le système me renvoie l'information comme quoi mon mot de passe est incorrect, ou mon identifiant est incorrect, et au bout de 3 fois, par exemple, je suis bloqué. Donc tous ces cas de figure ont été pris en compte. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les gens, alors que je fais du BDD depuis assez longtemps avec beaucoup d'entreprises qui font déjà de l'agilité, on a des fois du mal à faire passer les testeurs dessus. Il y a de la réticence, parce que pour eux, c'est embêtant d'écrire autant de tests. Là, on n'a pas eu de problème. On a été même impressionnés. Il y en a qui nous ont inventé un Google Doc. Enfin, ils ont été créer un formulaire Google Doc pour saisir directement les infos, qui générait un fichier Excel qui repartait dans un autre truc. Et tous les key users, on avait à peu près 8 personnes, se sont retrouvés à écrire ça et à une très grande vitesse. Donc ça a très très bien marché au départ. Donc ce nouveau rôle, ce qu'on a appelé le key user, bon, c'est un nom qui existait déjà. Hein. Là-bas, ils l'appellent les monkey users. Bon, c'est une autre chose, c'est des plaisanteries. Voilà. Donc évidemment, tous les avatars associés au Kanban sont arrivés avec des petits singes partout. Donc c'est une personne qui fait partie de la DSI, de l'informatique de la DCNS, donc il y a une compétence en informatique, fonctionnelle essentiellement. Voilà. Et il rédige tous les BDD. Voilà, il rédige beaucoup. Ensuite, les tests. Les tests sont réalisés par les futurs utilisateurs de l'application. Donc il y a des gens qui ont travaillé directement avec la MOA à écrire ce qu'ils souhaiteraient avoir dans leur projet. La MOA l'a traduit sous forme de spécification. Donc ces gens, on les a repris, on les a mis dans des salles, ce que nous on appelle des qualif users, et à la fin du sprint, pendant une semaine, ils vont tester à fond. Bon, évidemment, il y a tout un système de tests tout au long du projet. Les développeurs sont obligés de tester par rapport au BDD qu'on a écrit. Les key users repassent des tests sur les BDD qu'ils ont écrits. Donc on essaye d'avoir ce qu'on nous va appeler des tests unitaires fonctionnels, donc des BDD, pour traduire simplement. Et ensuite, on fait repasser les tests par des utilisateurs qui, eux, arrivent de tous les sites, donc Toulon et ainsi de suite. Au niveau de la méthode agile, alors comment on a travaillé ? On a commencé avec un Kanban de base, tout simplement, parce qu'on ne voulait pas lancer de Scrum, qui pouvait paraître un peu compliqué au début. Et ce qu'on voulait, surtout, c'était d'afficher le travail en cours, ce qu'il y avait à faire. Parce que personne ne savait qui faisait quoi. C'est ça le plus gros problème. Voilà. Tu veux dire quelque chose peut-être ? En fait, Kanban nous a permis de ne pas changer immédiatement les habitudes de travail, mais surtout d'utiliser une visualisation du flow de travail tel qu'il avait été prévu par les équipes. Donc on a modélisé dans une version V0 du Kanban le process tel qu'ils l'avaient eux imaginé. Et on s'est rendu compte, on a commencé d'ailleurs dès la première itération à mettre nos post-it et à faire avancer selon le flux et selon les règles de validation qui avaient été prévues. Il y avait 2 phases de validation. Il y avait une phase avant d'avoir les BDD, on avait une phase d'écriture de spec détaillé qui devait être validée par les métiers, puis revue, puis revalidée par etc. Et on se rendait compte que c'était des populations différentes qui écrivaient les specs détaillés et qui les validaient. Et forcément, c'était aussi sujet à blocage, mais c'était des choses qui étaient importantes dans l'esprit du projet. Donc on a rendu ça visible sur des grands murs, sur un grand panneau, et on a décrit le process tel que eux l'avaient imaginé. Et c'est ce Kanban qui progressivement a été simplifié grâce aux rétrospectives qu'on a conduites et grâce, je dirais, aussi à l'impulsion qu'on a donnée. On a pu le simplifier pour arriver à cette configuration-là. Donc, on a actuellement 4 Kanban dans un immense open space. On n'a pas l'autorisation de faire des photos, donc en fin de compte, on a des équipes d'à peu près une dizaine de personnes qui travaillent chacun sur leur Kanban. Bon, il y a énormément de post-it partout, c'est très marrant, ça tombe, ça, on les ramasse et ainsi de suite. Il y a des avatars. Il y a même eu un petit concours, on s'est fait des avatars, des dessins d'avatars, ce qui a pu donner une bonne ambiance au niveau des équipes. Voilà. Et on a surtout respecté leur façon de penser, c'est-à-dire pour eux, on fait des specs, ensuite on développe et on teste. On a gardé la structure classique de leur façon de penser. Simplement, les specs, pour nous, c'est de la rédaction de BDD, on rédige les tests. Une fois que le test est passé, on passe en développement, et ainsi de suite.
Donc évidemment, on a mis des limites, parce qu'on a un petit problème, on avait des goulets d'étranglement très rapides qu'on a pu remarquer dès la première semaine, c'est que les gens, pour rédiger, allaient beaucoup moins vite que les développeurs. Donc on a mis des dégoulets pour pouvoir... que les développeurs, quand il n'y a pas assez de travail pour les développeurs, ils changent de casquette, ils vont rédiger, et ils passent en test, inversement. Voilà. Donc actuellement, toute l'équipe fait tous les métiers. Les PO s'arrêtent, d'ailleurs, c'est l'un des grands avantages du Kanban, c'est qu'on voit tout de suite les goulets, et les PO... Les développeurs, et en fait quand tous les gens qui travaillent sur le projet, qui éventuellement certains ne servaient plus à grand chose, sont venus directement rédiger et font avancer pour que le Kanban avance. En complément, évidemment, on a travaillé sur une méthode donc en pool system, c'est-à-dire qu'on met des buffers pour éviter que les gens soient surchargés de travail. Donc il y a un petit buffer qui a été mis en place à chaque fois qu'on passe d'une phase à une autre, de spec de en cours à terminer, et inversement. Voilà. Donc ça, c'était le premier travail. Donc c'est des Kanban géants qui font à peu près 5 mètres de long par Kanban, où on voit des dizaines et des dizaines de user stories qui sont apparus. Donc la méthodologie, en fin de compte, dès 15 jours, tout le monde était dans le projet. 15 jours après notre arrivée, tout le monde y était. Et ça a commencé à très bien fonctionner. Évidemment, les premières choses, avant tout, qu'on a vues, c'est que le projet avançait. Et puis, pour moi, à titre personnel, la satisfaction, c'est de voir beaucoup de sourires, des gens qui ne déjeunaient même pas ensemble, puisque la DCNS a sa cantine, alors que d'autres allaient à l'extérieur, et les gens ont commencé à se mélanger. Les PO sont allés de plus en plus. Bon, il faut dire qu'on a été les chercher au début. Hein. On a dû tirer des gens. Il y a des gens, des fois, on se dit on n'y arrivera pas, ils ne viendront pas dans le projet, ils ne veulent pas travailler. Et puis, petit à petit, maintenant, il n'y a pas une seule personne qui ne soit pas tous ensemble, parce que de toute façon, il se met à l'écart automatiquement. Donc il y a vraiment une satisfaction, déjà, au niveau de la psychologie du groupe, c'est que les gens travaillent ensemble, il n'y a plus de distinction entre sociétés, et ça rigole beaucoup sur le plateau. D'ailleurs, il y a une autre société qui travaille avec nous, qui a quitté le plateau, parce qu'on était trop bruyants, on nous a dit. On était trop marrants, on m'a même dit. Voilà. Alors, donc il y a une très bonne ambiance, il y a même de la musique le matin pour lancer les Scrum Bands, pour les lancer ouais, si tu veux. Alors après, ce qu'on a fait, c'est il fallait quand même avoir une petite vision au niveau des indicateurs et donner un certain nombre de cérémoniales. On a mixé le tout avec du Scrum. Bon, c'est du Scrum allégé, hein. On n'a pas respecté tout, on ne respecte pas un sprint planning avec le matin, le PO vient expliquer exactement ce qu'il a besoin, l'après-midi on part, on va faire ses petites tâches. Là, tout le monde est ensemble et on commence. À 9h, le PO dit à peu près ce qu'il souhaiterait, la vision qu'il souhaiterait de son sprint, et ensuite on part directement dans un atelier avec tout l'ensemble de l'équipe qui travaille, et les PO et les développeurs écrivent les user stories ensemble. Voilà. Et après, il y a des ateliers spécialement sur les BDD, où là, c'est juste les équipes qui ont besoin d'écrire les BDD. Voilà. Donc on a gardé évidemment les instances de base, le cérémonial, la rétrospective et ainsi de suite, et un daily chaque matin. Voilà. Donc on fait ce qu'on appelle après, que tout le monde communément appelle maintenant du Scrum Ban. Voilà. Donc au niveau des résultats, on a surtout donc, plus de distinction entre MOA et MOE. On a une seule équipe. Vraiment, là on l'a remarqué, on a une seule équipe. Avant il y avait X équipes. Alors évidemment il y a des équipes, puisqu'on va pas faire des équipes de 25 ou 30 personnes. On a quand même découpé des équipes. Mais bon, leur première chose qu'ils ont fait, c'est commencer à se donner des super noms et à jouer les guerriers entre eux. Mais c'est surtout dans un bon état d'esprit. C'est une petite compétition. Au niveau du retard du projet, le projet il aurait dû normalement être fini au mois de juin. Il sera fini au mois de juin, en tout cas sur ce qui a été prévu. Et en fait, si la méthodologie n'était pas là, je ne sais pas où ils en sont. Et puis, je vais finir par par quelques phrases qui sont tombées, que j'ai pris au hasard du projet. Bon, évidemment, qui nous plaisent. Hein. Voilà. Ça, c'est la direction qui nous l'a dit assez vite. Si on avait su, on vous aurait fait venir beaucoup plus vite. On aurait changé la méthodologie. J'ai un des Scrum Masters qui me le dit assez souvent, qu'elle a retrouvé le plaisir d'aller travailler, parce qu'elle avait commencé à le perdre à force des... C'est pas que le projet était inintéressant, mais c'était les tensions du projet, qui étaient toujours difficiles à appréhender. C'est vrai que nous-mêmes, on les a vécues au début, et c'était un peu particulier. Et puis, ma responsable m'a fait rajouter, la personne de la DCNS, c'est simple et génial votre truc. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vais faire des questions. Je prends une minute. C'est pas facile. Oui. J'ai 4 minutes. 4 minutes alors. Ah ouais.
C'est un exercice difficile de faire passer 4 mois de projet comme ça. Il y a plein d'autres choses qu'on a fait, mais on a pris l'essentiel. L'essentiel sur la transition. Il y avait une question. Ouais, vous avez parlé au début qu'il y avait plusieurs sites. Oui. Et si vous avez un grand Kanban à un endroit, vous faites des réunions à un endroit physique, comment ça se passe à ce niveau-là? En fait, le site de production est uniquement sur Brest, et les key users ou les gens qui valident le programme sont répartis sur les sites géographiques, et donc viennent régulièrement et à tour de rôle dans des je crois que ça dure plusieurs jours, des sessions de plusieurs jours où ils sont accueillis par l'équipe qui présente la nouvelle version, les nouveautés, les laisse s'approprier la version, et ensuite il y a toute une partie de recettes qui est faite avec des gens qui sont un peu extérieurs au projet, mais qui sont quand même partie prenante puisqu'ils ont travaillé au processus convergé, à tout ce qui avait été écrit dans le cahier des charges initial. Et il se trouve que l'équipe fait des retours, apporte des bugs ou des demandes de modifications qui sont traitées immédiatement le soir avant que l'équipe quitte, c'est-à-dire à 18h on les reprend. Et on arrive à en classer, on va dire 50% qui sont en fait des problèmes liés à la conduite du changement ou à expliquer que ce ne sera pas comme ça parce qu'il y a une bonne raison. 50% qui sont le reste qui sont effectivement des problèmes à arbitrer qui nécessitent soit un travail qu'il faudra faire plus tard parce que c'est des sujets pas urgents, et certains qui sont extrêmement effectivement pertinents et importants qui sont rajoutés dans le Kanban pour être traités immédiatement et apparaître dans les versions qui sont d'ailleurs ils traitent une version par jour. Ils arrivent à livrer en une version. Les gens, certains viennent à mi-temps, donc ils sont quand même obligés physiquement d'être sur le site. Et ensuite, on a quand même un outil électronique sur lequel ils peuvent faire évoluer leur Kanban. En fin de compte, ils ont un outil, simplement, ils font bouger comme un Kanban. Et après, il y a une autre personne à Brest qui le fait bouger physiquement sur le machin. Voilà. On a une jeune stagiaire, qui arrête pas de jouer avec les Kanban et de gronder les gens quand ils n'ont pas mis l'électronique au jour avec c'est l'enfer ce choix, mais c'est le problème dès qu'on fait du offshore ou du nearshore. Voilà. Il y a un outil électronique qui est mis à jour sans arrêt. Et on a une jeune stagiaire, elle adore ça d'ailleurs, parce qu'elle peut gronder les grands. Voilà. Alors, j'avais une question sur comment les gens ont eu l'idée de vous contacter, parce que c'est quand même un énorme risque pris sur le projet au départ de vous mettre là-dedans, sachant qu'ils ne connaissaient pas. Alors en fait, j'interviens chez DCNS, je suis Hurriware, donc filiale du groupe Areva, et je suis un petit peu monsieur Agile chez Hurriware. Et en fait, il y a un deuxième projet un projet que j'ai lancé en Agile il y a un an déjà, qui avait bonne presse auprès de la DSI. Et le chef de projet côté DCNS a été contacté pour dire voilà, ton projet marche bien, on sait que tu le fais en Agile, est-ce que tu peux pas venir nous aider pour le projet sur lequel on a des difficultés? Et ils nous ont mis en relation. Donc c'est comme ça que la mise en relation a été faite. Et on a eu vraiment carte blanche de la part de la DSI. Ils sont venus nous voir, ils ont dit écoutez, on sait qu'on va pas y arriver, faites-nous changer, on sait qu'on a de mauvaises habitudes, on a des cycles on a un protocole extrêmement lourd en matière, en particulier les réunions, les choses comme ça qui sont extrêmement longues et peu productives finalement. Donc c'est des choses qu'on a fait facilement. Il y a eu ils savaient qu'il fallait changer. Donc ils ont joué le jeu très bien, et on a pu par exemple supprimer pas mal d'instances de travail sous forme de réunions, les remplacer par des stand-up. On a remis au goût du jour les paperboards et les marqueurs pour avoir des sessions très interactives et très dynamiques où les gens se retrouvent autour d'une feuille de papier pour exprimer des idées et converger vers une compréhension commune. Et ça change tout, quoi. C'est une autre dynamique qui se crée, et voilà, c'était aussi un des... Donc, il y a quand même une gestion du risque sur le projet, où ils avaient déclaré que le projet était vraiment en gros danger. Le projet était en gros danger, il fallait leur apporter aussi de la visibilité. Donc un des indicateurs qu'il fallait me donner, c'est effectivement le burn down ou le burn up des features, des exigences, et montrer à quel rythme on pouvait les implémenter dans le logiciel. Donc on a mis en place on a utilisé Redmine pour la petite histoire comme outil de tracking électronique, et on a fait un petit plugin qui nous permet d'avoir le cumulative flowchart qui soit global au projet, qui donne vraiment la tendance et tout, je dirais une courbe très simple qui montre effectivement la vitesse à laquelle le produit avance et à laquelle on arrive à progresser pour la réalisation du projet. Oui, par rapport à effectivement le Kanban et le Scrum, vous avez un peu mixé les deux, et donc au final, comment vous pouviez savoir que vous alliez effectivement terminer en juin? Parce qu'il n'y a pas de burn down. Alors il y a un burn down global du projet
d'accord, qui nous permet de voir que semaine après semaine, on a réalisé tant de fonctionnalités, donc on arrive à avoir la fameuse courbe, en fait c'est un cumulatif flowchart qu'on trouve habituellement. Donc on a une vision globale du projet. La technique de Scrum, finalement, ça nous a permis de donner un mini challenge aux équipes tous les 15 jours. On avait un cadre de 1 mois qui avait été prévu par le projet initialement. On a gardé ce cadre-là pour pas trop chambouler le planning, macro-planning du projet. Et à l'intérieur, on est parti sur des scrums de 2 semaines où les équipes jouaient vraiment le jeu de Scrum, à savoir de s'engager sur un périmètre à réaliser. Donc il a fallu les freiner parce qu'elles en prenaient plus qu'il n'en fallait. Mais ce qu'on remarque grâce à ça, c'est qu'il y a un véritable engouement, il y a une espèce de motivation d'équipe qui fait qu'elle veut réaliser son challenge. Et il se passe quelque chose de magique, en fait, c'est qu'à la fin des 3 derniers jours, le management est un peu, en voyant les courbes et en voyant l'état d'avancement du taskboard, on se dit on n'y arrivera pas. Et en fait, les équipes donnent le dernier coup de collier à la fin et arrivent quand même à livrer en temps et en heure ce qu'elles étaient engagées à faire. Et finalement, garder même si on est dans un Kanban, donc on pourrait avoir un flux continu et une production continue, garder cette idée de petit challenge pour avoir de 2 semaines en se disant voilà la couverture fonctionnelle qu'on va faire, ça donne vraiment une dynamique pour aujourd'hui, c'est pas le premier retour d'expérience où on fait intervenir ensemble 2 coachs agiles ou Scrum Master. Je voudrais savoir pourquoi 2 et comment vous répartissez le travail entre vous 2. J'apprends. Alors pourquoi 2 ? Alors pourquoi ? Parce que au début on avait proposé qu'un. Finalement, c'était pas une si mauvaise idée d'en avoir 2. Le projet, on a dit qu'il y avait énormément d'utilisateurs et ça concerne beaucoup de monde. Le gros des équipes, c'est 50 personnes sur le site à Brest. Et effectivement, mener de front 5 équipes Scrum, c'est quand même pas rien. Donc quand on joue. Donc on a été Scrum Master et effectivement c'était nécessaire d'avoir ce genre de mission. En plus ça a permis de faire les choses bien, je dirais de ne pas faire une transition douce, agile, mais de faire une transition vraiment musclée et d'avoir un changement radical dès la première semaine. Voilà, je voudrais citer pour ceux qui n'ont pas vu, c'est la méthode. Voilà, la méthode qu'on a mis en place, qui est par Henrik Kniberg. Qui explique dans ce livre la méthode Kanban qu'il a mis en place sur un des gros projets qu'il a fait pour la police suédoise. Et je l'ai vu tout à l'heure sur le stand et je me suis permis, voilà, avec la permission de la librairie, de vous le présenter parce qu'il y a effectivement toute cette méthode qui est expliquée là-dedans dans le détail. Voilà.